La machine de guerre allemande a créé les armes les plus terrifiantes de l'histoire. Mais cette machine a été broyée par de simples fusiliers américains. Et tout a commencé en 1919, avec un seul homme, un Canadien, John Garand. Engagé à l'arsenal de Springfield, Garand n'avait qu'un seul objectif, concevoir un fusil semi-automatique, fiable, robuste, une arme pour l'armée, une arme qui n'existait pas encore. Le développement d'un nouveau fusil prenait alors 5 à 7 ans, mais Garand allait consacrer plus de 15 ans à combattre la mécanique. Semi-automatique. Le concept est simple. Le gaz de la cartouche éjecte la douille, arme le marteau et chambre une nouvelle munition. Le soldat n'a qu'à presser la détente. Visée, feu, une cadence infernale. Pourquoi ce premier système a-t-il échoué? Son mécanisme, trop sensible, ne pardonnait aucune variation dans la poudre. La première version de Garand reposait sur l'amorce. Le minuscule mouvement de la capsule sous la pression devait réarmer le mécanisme. Un exploit d'ingénierie. Ce mouvement infime de l'amorce, quelques fractions de millimètres, devait faire fonctionner toute l'arme. Mais sur le terrain, c'est le drame. Un soldat épaule. Il presse la détente. Le percuteur frappe. Un bruit sourd. La culasse se bloque. Le fusil est mort. Sur l'établi de Springfield, des douilles en laiton rejetées, des plans barrés de rouge. La moindre variation dans la composition de la poudre rendait le système inutile. John Garand est retourné à sa planche à dessin. Garand ne renonce pas. Il imagine une autre approche, un système à emprunt de gaz, directement à la bouche du canon. Le principe, capturer les gaz de la détonation pour actionner le piston et réarmer. L'armée teste le prototype, le trouve prometteur, puis une décision administrative change tout. L'armée avait développé la cartouche M1 Ball, une balle de 172 grains. Ses performances à longue portée sont exceptionnelles, trop exceptionnelles. Sa portée maximale dépasse les limites de sécurité des champs de tir américains. L'armée change à nouveau pour la cartouche M2 Ball, plus légère, 150 grains. Mais la pression des gaz à la bouche du canon n'est plus la même. Le piston à gaz refuse de fonctionner. Un claquement métallique sourd, inutile. 2 ans de travail anéantis. La pression sur Garand est immense. D'autres ingénieurs sont en compétition. Les sceptiques au sein du commandement doutent, convaincus qu'aucun fusil semi-automatique ne pourra jamais être fiable. 10 ans de travail, balayés par une différence de 22 grains. À la fin des années 1920, 10 ans de développement venaient d'être effacés. Pendant que Garand perdait des années, le monde, lui, restait figé. 1936. La doctrine militaire est un dogme intangible. Pratiquement toutes les grandes armées équipent encore leur infanterie avec des fusils à verrou. En France, on s'accroche au Lebel, une arme conçue au XIXe siècle. En Union soviétique, au système Mosin. Le progrès semble s'être arrêté. Le cycle du combat est mécanique, immuable. Un tir. Actionner le verrou à la main. La douille brûlante est éjectée dans un cliquetis sec. Reprendre sa visée. Feu. Le son du mécanisme devient le métronome de la guerre. Un soldat d'élite, après des années d'entraînement, peut atteindre 15 tirs ciblés par minute. C'était le plafond. Un plafond inchangé depuis la Première Guerre mondiale. 20 ans. Alors pourquoi personne ne réclamait plus? La réponse tenait en un seul mot, la doctrine. Pour les états-majors des années 30, le fusil du fantassin n'est plus l'élément décisif. La mitrailleuse est le roi du champ de bataille. Le rôle du simple soldat est de la protéger, d'avancer sous son feu et de nettoyer les positions qu'elle a déjà écrasées. Dans ce cadre, 15 tirs par minute sont jugés plus que suffisants. On n'attend pas du fusil qu'il remporte la victoire. La mitrailleuse s'en chargerait. L'entêtement de John Garand allait faire voler en éclats la doctrine de 1936. La victoire ne viendrait pas des mitrailleuses, elle viendrait d'un seul fusil. L'Allemagne déployait la technologie militaire la plus avancée du monde. Ses chars étaient terrifiants, son artillerie chirurgicale. Mais une simple carabine a brisé le mental de la Wehrmacht. Dans leur rapport, les soldats allemands sont formels. Ils subissent un feu de mitrailleuses. Des sections entières clouées au sol, une tempête de plomb. Sauf que ce n'est pas une mitrailleuse, c'est un seul homme, armé du M1 Garand. Leur propre fusil, le carabineur 98K, atteignait à peine 15 coups par minute. Un tir. Un réarmement manuel, un autre tir. En face, un fantassin américain pouvait aligner 40, voire 50 tirs ajustés dans le même temps. Un seul homme avait la puissance de feu d'une escouade.
Ce n'était pas la précision qui les a brisés, ni le calibre, c'était la cadence. Le son d'un adversaire qui ne rechargeait jamais, qui ne s'arrêtait jamais. Le son de leur propre obsolescence tactique. Le général George Patton l'appellera le plus grand instrument de bataille jamais conçu. Mais derrière cet éloge se trouve une solution mécanique, presque banale. Une idée qui, des années plus tard, sauvera des milliers de vies dans l'enfer de glace des Ardennes. Comment faire survivre un mécanisme de précision dans la boue et le froid polaire? La réponse fut un simple emprunt de gaz. Un trou percé dans le canon, à exactement 4 pouces de la bouche. Au départ du coup, une partie des gaz s'engouffrait dans ce port. Poussait un piston, qui entraînait la tige d'armement. Le verrou pivotait, se débloquait. Le cycle était complet. Ce système était une assurance vie mécanique. Il tolérait les variations de munitions, l'encrassement du carbone, la pluie, le sable. Le cliquetis métallique de sa culasse était une promesse. Un son net, même dans le vent glacé et la boue des polygones d'essai. En 1932, après 13 ans de développement, le prototype redessiné passe enfin les tests de l'armée. Il réussit. Pourtant, la guerre bureaucratique continue. 4 années de plus. D'essais compétitifs acharnés contre tous les concepts semi-automatiques, américains ou étrangers. Le Garand les surclasse tous. En 1936, l'armée américaine adopta officiellement le M1 comme son fusil de dotation standard. Jusqu'à 24 tirs ajustés par minute, contre 15 pour le meilleur fusil à verrou ennemi. Le carabineur 98K. Pendant que l'Allemagne entraînait ses hommes à maîtriser ce mécanisme, l'Amérique pariait sur autre chose. Le feu continue. Les Japonais avaient l'Arisaka Type 38, les Britanniques le Lee Enfield, plus rapide. Mais aucune armée au monde n'avait osé. Le M1 Garand était le premier fusil semi-automatique de dotation standard. Pour une puissance majeure, une rupture totale. Que signifie devoir lâcher sa visée en combat rapproché? Pour le fantassin allemand, c'était une perte de secondes précieuse. Sa main quitte la crosse. Elle agrippe le levier de culasse. Un geste sec pour éjecter l'étui. Un autre pour chambrer la balle suivante. Les yeux perdent la cible. Le soldat américain, lui, ne bouge pas. Ses mains soudées au fusil. Son doigt sur la détente. Son regard fixé sur la cible. Le clic métallique et sec du verrou manuel. Noyé dans le fracas continu du tir semi-automatique. La doctrine américaine prévoyait une cadence de 16 à 24 coups par minute. Mais en combat rapproché, la réalité était différente. Une section standard de 40 Américains pouvait délivrer près de 1000 projectiles par minute. La puissance de feu d'un bataillon entier de la Première Guerre mondiale. L'arme tirait aussi vite qu'un homme pouvait viser et presser la détente. Entre chaque tir, sa ligne de mire restait ininterrompue. Cette cadence de tir ininterrompue allait se heurter à la doctrine d'infanterie la plus aboutie d'Europe. La tactique allemande était un système sophistiqué, presque parfait. Au centre, la mitrailleuse, la MG34, puis la MG42. Les fusiliers autour n'existaient que pour la protéger, pour transporter ses munitions, pour exploiter la suppression qu'elle créait. Un équipage allemand de MG42 ouvre le feu. La réponse est un déluge de tirs de M1 Garand. Les balles martèlent le parapet, le bois, la terre. Les mitrailleurs sont cloués au sol, forcés de baisser la tête dans la boue. Le sifflement perçant de centaines de projectiles déchiquette la terre autour du nid. L'attente, neutraliser l'ennemi avec une seule mitrailleuse. La réalité, être écrasé dans sa propre tranchée par le feu concentré de simples fusiliers. L'équation de la suppression venait de se briser. Les positions que les Allemands pouvaient tenir contre des fusils à verrou devenaient intenables. Le volume de tir adverse ne laissait plus le temps de lever la tête, d'actionner un verrou, de retrouver sa cible. Le feu du M1 Garand était si dense, si soutenu, que les soldats de la Wehrmacht le confondaient avec une mitrailleuse. Pas une arme collective, juste des hommes. Selon la doctrine du Reich, une seule mitrailleuse assurait jusqu'à 70% de la puissance de feu d'une section. Le fusil individuel a transformé ces 70% de supériorité en un piège mortel. Ce déluge de feu, que les servants de Meutreger paniqués prenaient pour une mitrailleuse, avait un rythme. 8 coups. Le secret, un clip en acier embouti pour la Seconde Guerre mondiale. Une lame de métal qui devenait partie intégrante du mécanisme interne, jusqu'à la toute dernière des 8 cartouches. Une fois la dernière balle tirée, le mécanisme se bloquait. Le clip vide était éjecté avec force. Un son métallique, sec et chantant, le fameux ping.
Pourquoi un simple cliquetis de métal est-il devenu une légende? Parce qu'il est devenu le symbole du rythme implacable de la mort, marquant la fin de la fusillade. Le mythe disait que l'ennemi attendait ce son pour attaquer. La réalité du front était plus brutale. Dans le chaos du combat, le ping était inaudible, noyé par les explosions. Mais ce qui précédait le son ne l'était pas. 8 tirs semi-automatiques, sans pause, sans répit. Une cadence qui brisait les nerfs, une pression psychologique insoutenable pour quiconque était en face. Le son n'était pas une faiblesse, c'était la preuve d'une supériorité écrasante. Le soldat américain rechargeait en un éclair, un nouveau clip, un geste fluide. Il était de nouveau prêt. En face, le soldat allemand actionnait encore son verrou, un mouvement lent, mécanique, un seul tir à la fois. Pour lui, le second coup ne venait jamais. Pour chaque soldat allemand tombé, des ingénieurs du Reich analysaient la cause. Ils tenaient entre leurs mains la réponse américaine. Et ils rédigeaient des rapports accablants. Des officiers armuriers de la Wehrmacht dans la boue du front Est. Sur une toile cirée, un M1 Garand capturé, démonté, pièce par pièce. À côté, leur propre tentative, le Gewehr 41. Un levier forcé, un grincement métallique de sable et d'acier. Le mécanisme à gaz est bloqué, de nouveau. La fameuse ingénierie allemande avait-elle une réponse à John Garand? Les armuriers nazis ont essayé, et ils ont échoué, catastrophiquement. Leur Gewehr 41 était lourd, complexe et constamment enrayé. Un échec. Le modèle suivant, le Gewehr 43, fonctionnait mieux. Mais son mécanisme n'était qu'une copie du fusil soviétique SVT-40. Une arme que les Allemands avaient étudiée avec respect. Une solution née du désespoir, pas de l'innovation. La Wehrmacht restait dépendante de son vieux carabineur 98K. Pendant que l'Allemagne assemblait péniblement quelques milliers de Gewehr 43, les usines américaines produisaient plus de 4000 Garand, chaque jour. Au total, l'industrie américaine a livré plus de 5 millions de M1 Garand. Au moment où les Allemands parviendront enfin à produire une copie fonctionnelle, des millions de fantassins américains armés du Garand marcheront déjà à travers l'Europe. Le débarquement de l'infanterie américaine sur le continent avait commencé. La guerre mondiale est terminée. Mais l'épreuve du Garand ne fait que commencer. Prochaine destination, la Corée. Un terrain différent, un ennemi différent, et un froid qui change toutes les règles du jeu. Un gel mordant qui transforme instantanément la graisse d'armement en un bloc de glace. Les mécanismes de précision deviennent des massues coûteuses, inutiles. La plupart des armes se bloquent, mais pas le M1. Le système à emprunt de gaz, fruit de 15 années de développement acharné, survit là où les autres échouent. L'obsession de Garand pour la fiabilité, née sur un établi de Springfield, sauve des vies américaines dans l'enfer coréen. Le fusil sert durant toute la guerre. Il reste l'arme de service standard jusqu'en 1957. Puis vient son remplaçant, le M14. Sur le papier, c'est une nouvelle arme, mais sa mécanique est l'ADN du Garand. Un chargeur amovible et une option de tir sélectif, mais le même principe, le même génie. Au cœur du M14, on retrouve le même verrou rotatif et la même action à emprunt de gaz que Garand avait conçu près de 30 ans plus tôt. L'ADN de son fusil a survécu dans le M14. Mais le véritable triomphe de Garand était philosophique. Il a changé la guerre elle-même. D'un côté, un émigré canadien devant son établi à Springfield. De l'autre, des siècles de doctrine militaire mondiale, rigide et immuable. Après la Seconde Guerre mondiale, le fusil à verrou est mort. Les armées du monde entier jettent leurs vieilles armes. Le bois et l'acier heurtent le sol dans un fracas final. Le clic solitaire des culasses, effacé pour toujours. Remplacé par le rugissement écrasant du feu automatique. Comment une seule décision, prise en 1936, a-t-elle réécrit les règles de la guerre? Elle a transformé le rechargement manuel en un aller simple vers la mort. Plus de 50 millions de fusils à verrou envoyés à la ferraille. La doctrine de Garand devenait la seule voie de survie. L'AK-47, le M16. Ils n'étaient pas les descendants mécaniques du Garand, mais ils étaient la conséquence directe de son audace. Le général Patton l'a appelé le plus grand instrument de combat jamais conçu. En face, les soldats allemands avaient d'autres mots. Mais le sens était identique. Ils affrontaient un ennemi qui produisait la réponse par millions. 5 millions de réponses depuis 1936. Pour découvrir les histoires des armes qui ont défini l'histoire,
celles qui ont changé le champ de bataille et donné un avantage que personne n'avait vu venir, abonnez-vous à Warfare Unclassified. 2 nouvelles vidéos chaque semaine.